Bonjour tout le monde. Bonjour Diane. Salut! Qu'est-ce qu'on discute là, cette semaine? Bien, on était dans les crises biopsychosociales. Puis là, Oui. on se disait, les crises sont souvent provoquées aussi par des troubles en santé mentale. Donc, on va aborder, mais vraiment sans se prendre pour des psychologues ou des médecins, on va aborder certaines maladies mentales. Et OK. ce matin, la schizophrénie. Schizophrénie. Ouais. Oh yes. Tout un sujet qui nous attend. Bienvenue au Cerveau dans le clos. Diane, schizophrénie, Oui. c'est un mot qui fait peur, hein? Oui, parce qu'il y a beaucoup de préjugés qui entourent cette maladie-là, malheureusement. Ouais. On a souvent, me semble, entendu schizophrénie, paranoïa. C'est souvent comme ensemble, mais c'est deux trucs différents. Bien, c'est relié parce que c'est un des symptômes. Souvent, si tu es schizophrène, ça se peut que ton délire va vers la paranoïa et que tu t'imagines des choses qui ne sont pas réellement présentes, qui ne sont pas réellement des menaces, mais que toi, tu les perçois. Donc, vraiment, la schizophrénie, là, c'est une coupure entre les réalités. C'est que tu as de la difficulté à t'ancrer dans ce qui est réel. Il y a plein de choses qui rentrent dans ta conception du monde qui n'est pas réel. Fait que c'est dur à vivre un petit peu pour la personne et pour l'entourage aussi. C'est pas évident. Ben oui, absolument. Est-ce qu'il y a différents degrés de schizophrénie? Oui, il y a différents degrés. Je vais laisser notre expert tantôt en parler. OK. Moi, ce que je vais faire, c'est juste le survol. C'est qu'en Ouais. partant à la schizophrénie, les causes sont inconnues. On Oh. cherche puis on cherche. OK. Ils n'ont pas identifié vraiment pourquoi, de où. On commence, hein, la santé mentale, c'est l'enfant pauvre de la médecine. Mhm. Éventuellement, un jour, on espère que ça va être mieux, mais la schizophrénie, c'est ça. Les causes sont inconnues, mais on connaît certains déclencheurs qui peuvent aider OK. à déclencher, malheureusement, une crise, une première crise. Mhm. Devine, ça serait quoi qui pourrait déclencher? Ouais. Ben, comme n'importe quelle maladie mentale, je suppose que ça peut être relié à la génétique, mais ça peut être relié aussi à l'abus de substances. C'est en plein ça, tu l'as. Ils ont mis le doigt sur le cannabis. C'est Oh, ça. OK. Oui. Le pot est un peu fort ces temps-ci. Donc, si tu as une fragilité dans ta chimie de ton cerveau, ben ils ont réalisé que souvent, le pot est un déclencheur. Ça ne veut pas dire que ceux qui fument ont la schizophrénie et ceux qui sont atteints de schizophrénie sont des consommateurs, mais ils ont fait un lien de dire, une consommation de drogue peut déclencher une première épisode. OK. Oui, c'est un peu triste, hein? Oui, c'est ça. Puis en plus, on a l'impression que le cannabis, c'est une drogue douce, malgré tout. Oui, je ne sais pas ce que le cannabis fait, on va le demander à notre expert tantôt, mais ça déclenche ce qui est latent, les fragilités de la personne, ça déclenche ça et on voit souvent les premières crises de psychose. Là, on se demande, les premières crises de psychose, c'est de dire, est-ce que ça va s'en aller vers une schizophrénie ou juste rester psychose? Le pot induit ça. Fait qu'il y a OK. beaucoup de jeunes qui se retrouvent à l'urgence parce que le pot était trop bon, puis ils ont comme décroché un petit peu de la réalité. Ils ont pris une petite crise de panique, puis ils ont dit « Oh, je file pas, moi, là. » Puis ça fait le pont aussi un peu avec ce que Benoît Prince disait quand il était avec nous, Oui, qui parlait que justement des troubles de dépendance, Ouais. c'est souvent la porte d'entrée, c'était le cannabis. Donc Ouais. là, on a une autre ouais. maladie littéralement que la porte d'entrée, c'est le cannabis. Ben pour oui, c'est un des facteurs. Ça en prend plusieurs facteurs. Il faut que tu sois déjà, que tu aies ça latent en toi et puis qu'il y a une fragilité. Mais le cannabis, c'est pas merveilleux. C'est plate quand tu es adolescent puis que tes premiers joints te mettent en psychose. certains. Ouais. Puis que par la suite, tu déclenches une schizophrénie, tu fais merde, c'est pas évident. OK. C'est pas. Fait qu'il ne faut pas hésiter d'aller consulter ou d'en discuter si jamais Oui. on a des mauvaises expériences Oui. avec des substances. Là. Oui, et même pour les parents qui ont des enfants qui consomment. Tu sais, tu as ton jeune ado de 20 ans, il consomme, il y a des comportements très étranges, il s'isole, il y a quelque chose. Ça vaut la peine d'aller voir s'il va bien, s'il n'y a pas des bad trips, comme on dirait, des mauvais voyages. Là. De dire, hey, ça va-tu bien? Parce que le cannabis est un élément déclencheur des psychoses. OK. Ouais. Donc, Les drogues dures rester- aussi, là, on reste là-dedans, là, Ouais. mais ils ont mis le doigt un peu sur le cannabis. Là. OK. Donc, il faut rester vigilant là-dessus. Puis sinon, Oui. schizophrénie,
Est-ce qu'il y a des traitements pour ça? Il y a des traitements, il y a des médicaments pour stabiliser les gens, mais on reste avec des symptômes. Dans le fond, c'est une perte de la réalité. On déconnecte un petit peu, on peut entendre des voix, on peut voir des images. C'est plus rare des hallucinations, mais ça existe. Et on est un peu déconnecté émotionnellement. On a des scénarios de persécution. Souvent, on a peur d'être menacé, suivi, sur écoute. On peut aller vers des délires comme ça. C'est dur pour la famille et les gens proches de nous. C'est vraiment ça. dur. Donc, on n'en guérira jamais, mais on peut apprendre à vivre avec. Oui, et le contrôler. C'est toujours comme le diabète ou d'autres maladies chroniques. Si tu prends tes traitements, tu fais attention à toi et tu vois les signes, les premiers symptômes, là, ça s'installe, là, une psychose, puis ça s'installe. Tu dis, oups, est-ce que ça fait partie de ma maladie ou vraiment je suis espionné? Si on est capable de faire la part des choses, bien, on peut s'aider et être suivi par son psychiatre. Ouais. Parfait. Alors, quel schizophrène que tu as invité pour venir nous en jaser? C'est un professeur. Oh! Okay. Oui. D'accord. Il est génial. Oui, c'est un professeur qui a étudié, qui enseigne, excuse-moi, il a sûrement étudié. OK? On parle à la main. Il a étudié, mais il enseigne au Cégep de Victo en santé mentale. C'est Sébastien Auger. Il est merveilleux et il connaît très bien ça, un peu plus que moi. Il va nous en parler. Ça va être le fun. Excellent. Alors, de l'autre côté, on rencontre Sébastien Auger. On est de retour avec Sébastien Auger. Salut Sébastien. Bonjour. Sébastien, c'est mon professeur, je le garde comme mon professeur à vie. Mon professeur en santé mentale, il enseigne au Cégep de Victo la technique d'éducation spécialisée et des conférenciers aussi. Oui, je suis conférencier, formateur. Formateur, puis on l'a invité aujourd'hui pour nous parler de la schizophrénie. Ouais. Je me dis, ça me prend quelqu'un qui est vraiment ferré là-dedans pour pas dire des conneries, fait que je laisse tout de 15 minutes à lui. C'est ça, parce qu'on le répète, on n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre. On n'est pas psychologue, on fait juste vulgariser la santé mentale. Puis je me suis dit, un professeur qui enseigne, qui passe ses journées à en parler, bien, on l'invite. Salut. Donc, Salut. Sébastien, comment est-ce que tu aborderais ça, la schizophrénie? La schizophrénie, on en entend beaucoup parler, mais c'est un trouble de santé mentale qui touche en fait un très faible taux de la population. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on peut s'auto-diagnostiquer. Avec des recherches sur Internet, là, on ne peut pas se diagnostiquer nous-mêmes une schizophrénie. Là. Il faut consulter un médecin, il faut consulter un psychiatre pour être vraiment sûr. Et puis, il y a plusieurs types de symptômes qu'on peut voir. Quelqu'un qui a une schizophrénie peut vivre différents types de pertes au niveau cognitif, de la difficulté à ressentir le plaisir, ressentir les émotions, va aussi vivre du retrait social et il ne va pas nécessairement être à l'aise dans les relations interpersonnelles. Et puis, elle va avoir de la difficulté de se concentrer, de la résolution de problèmes. Donc, ça, c'est tout le domaine des pertes. Mais il y a aussi les symptômes qu'on dit les symptômes positifs, mais c'est pas positif dans le sens que c'est agréable. Bien au-delà, c'est pas du tout agréable. On retrouve les hallucinations et les délires, qui sont les deux principaux symptômes qu'on peut voir. Est-ce que c'est obligé d'avoir ces symptômes-là? C'est comme une case à cocher, de dire, si j'ai ça, c'est comme sûr que j'ai un diagnostic? Quelqu'un peut vivre un délire sans vivre une schizophrénie. Il peut avoir des hallucinations sans que ce soit de la schizophrénie. Il y a plein d'autres sortes de diagnostics qui peuvent conduire là. Des fois, ça peut être provoqué aussi par des substances, là. Mais pour pouvoir cocher, comme qu'on pourrait dire, la schizophrénie, bien, ça prend plusieurs observations sur le tableau des pertes que la personne va vivre au niveau de ses pensées, au niveau de ses émotions, et aussi les symptômes qui s'ajoutent au portrait, comme les hallucinations et les délires. Et puis là, il peut y avoir plusieurs sortes de délires, plusieurs sortes d'hallucinations aussi. Puis on a glissé un mot un peu avant l'entrevue. Les causes ne sont pas nécessairement connues de la schizophrénie. Ça peut être une multiplicité de causes, tant la génétique que de l'abus de substances qu'autres. On connaît maintenant plus les causes de la schizophrénie. En fait, c'est que la schizophrénie se développe vers la fin de l'adolescence et début de l'âge adulte. C'est la période de la vie où on voit ce qu'on appelle dans le langage scientifique l'élagage synaptique. C'est-à-dire qu'on a des millions et des millions et des millions de neurones dans le cerveau lorsqu'on est enfant. Et vers la fin de l'adolescence, le cerveau développe une protéine pour nous débarrasser de toutes les cellules, de tous les neurones qui servent
à rien. Alors, on en a vraiment beaucoup. Et malheureusement, dans le cerveau des gens qui souffrent de schizophrénie, on retrouve un taux anormalement élevé de cette protéine-là qui va détruire des réseaux, finalement, qui sont utiles, notamment au niveau de la concentration, de l'attention. Mais ça veut dire qu'ils ont vraiment ciblé dernièrement, là. Ça doit pas... C'est combien d'années qu'ils ont ciblé ça? Parce que je n'étais même pas au courant. Les 10 dernières années. Ah, c'est bon. Et on relève aussi un taux anormalement élevé de globules blancs, ce qui indique un problème inflammatoire, donc ce qui explique en grande partie les grandes variations de la dopamine, parce que c'est vraiment le grand coupable de la schizophrénie, c'est des taux anormalement élevés de dopamine. C'est l'inflammation de certaines sections du cerveau qui va créer ce dérèglement-là. Mais en le sachant, est-ce que les gens ont trouvé des médicaments, des moyens? Vu qu'on a mis le doigt sur le bobo, je me dis, la recherche doit avancer. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir traiter la schizophrénie avec des anti-inflammatoires, mais on est absolument loin d'être rendu là. Donc, le Advil ne peut pas soigner la schizophrénie, malheureusement, parce qu'il y a toutes sortes de barrières dans le cerveau qui font en sorte que le cerveau, bien, il ne va pas absorber ces molécules-là, mais ça peut faire partie là, des différents types de traitements là, qui peuvent arriver éventuellement. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs... il faut tenir compte là, de plusieurs aspects. On se rend compte qu'il y a des sections qui fonctionnent plus ou moins bien. On connaît le grand coupable qui est la dopamine. On connaît le phénomène de l'élagage synaptique qui explique davantage les symptômes négatifs, donc toutes les pertes. Mais c'est sûr qu'on a à mieux comprendre l'espèce de mécanisme qui met tout ça ensemble. Pour le moment, on fait juste des observations qui font beaucoup de sens pour les scientifiques. Moi, tantôt, en intro, là, j'avais fait mes petites recherches vite. C'est pas que j'écoutais pas dans ton cours. J'écoutais. Mais je ne suis pas professeur. Puis j'avais vu aussi qu'il y avait un élément déclencheur qui avait ciblé, qui était le cannabis. Est-ce que c'est encore d'actualité de dire que ça peut être un déclencheur d'une psychose et amener vers... Oui. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sûr qu'une personne va avoir une prédisposition génétique à développer la schizophrénie. Et puis, si on a dans notre famille des gens qui ont développé la maladie, c'est sûr qu'il faut faire encore plus attention à soi et puis faire attention à nos habitudes de vie. Et puis, oui, il y a des liens qui sont faits entre la consommation de substances qu'on dit les perturbateurs du système nerveux, dont la marijuana. Et puis, on peut voir là, la consommation dans la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Ça va provoquer le système inflammatoire au niveau du cerveau. Ça va provoquer aussi des premières psychoses. Donc, ça aide vraiment, vraiment pas. Là. Plus que toutes les autres substances, là, c'est un grand coupable aussi. C'est un grand coupable. Donc, les gens dans cette tranche d'âge-là qui se mettent à avoir des réactions particulières quand ils consomment, est-ce qu'on leur dit de consulter immédiatement ou de garder ça sous observation puis de faire attention? En cas de psychose toxique, en lien avec les substances, oui, il faut consulter. Et puis, c'est pour ça que les psychiatres avaient tiré une alarme il y a quelques années pour dire qu'on ne devrait pas permettre à des personnes en bas de 25 ans de consommer pour toutes ces raisons-là. Premièrement, c'est vraiment, je dirais, là, 16 à 22 ans, la période vraiment critique au niveau du développement de la schizophrénie. Donc, on ne veut pas qu'il y ait cette combinaison-là. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que le cerveau n'est pas totalement développé non plus. Et puis, le pot vient freiner le développement du cortex préfrontal. Et puis, le cortex préfrontal qui finit de se développer chez les hommes autour de 26-27 ans. Et chez les femmes, bien là, vous maturez beaucoup plus vite que nous, les hommes. C'est autour de 19 ans. Ceci dit, pour ces deux raisons-là, autant au niveau de la schizophrénie, autant au niveau du développement des pleines capacités du cerveau, en bas de 25 ans, le pot, c'est pas une bonne idée. Mais c'est pas nécessairement... Si je fume, je peux ne pas le développer. Et ceux qui sont atteints de schizophrénie ne peuvent aussi ne pas consommer. C'est pas un égale l'autre automatiquement, mais on sent que ça glisse vers là. C'est un facteur de risque. Je peux fumer 2 paquets par jour de cigarettes toute ma vie sans jamais développer le cancer du poumon.
Ça se pourrait que je fume pas la cigarette non plus, puis que je développe le cancer du poumon. Mais on sait que c'est un facteur de risque quand on regarde les stats, les statistiques qui démontrent qu'il y a une corrélation assez importante. Puis le diagnostic, quand il tombe, là, est-ce que les gens l'acceptent? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a du déni ou sont oui, je l'accepte? Comment le processus, là, le diagnostic tombe? Bien, habituellement, quelqu'un qui souffre de symptômes de schizophrénie ne reconnaît pas ou ne parvient difficilement à identifier ces symptômes. Ils ne s'en rendent pas compte étant donné que pour eux, le délire, c'est la réalité. L'hallucination, c'est la réalité aussi. C'est pas comme, admettons, de l'anxiété où la personne va avoir, par exemple, un trouble obsessionnel compulsif, puis la personne va dire « Ah, c'est plus fort que moi de me laver les mains 35 fois par jour, je suis pas normal, ça me fait souffrir. » Au niveau de la schizophrénie, bien, ça vient tellement teinter la compréhension de la réalité que tout se mélange. Donc, oui, c'est un classique, là, le déni à l'annonce du diagnostic, ça doit pas être vrai, ça doit pas être ça, ou encore, tous les médecins, c'est des ci, c'est des ça. Pour l'entourage, c'est souvent aussi un choc et la moins bonne compréhension de la schizophrénie. Les parents ont tendance à l'entendre comme étant une condamnation, alors que le rétablissement est possible aussi. Quelqu'un peut avoir un travail, quelqu'un peut avoir des amis. Mais quand tu parles de rétablissement, c'est à long terme, tu parles qu'une vie normale, adéquate, ou vraiment un rétablissement. Tu sais, je suis 2 ans, j'ai aucun symptôme. Il ne faut pas confondre la guérison et le rétablissement. En santé mentale, la guérison n'est pas possible. On ne guérit pas d'un trouble bipolaire, on ne guérit pas d'un trouble du spectre de la schizophrénie, on ne guérit pas du TDAH non plus. Cependant, on peut le stabiliser et puis, même en présence de certains symptômes, on peut vivre un rétablissement, c'est-à-dire qu'on peut vivre une vie épanouie, on peut vivre des projets avec ou sans symptômes. Il y a des gens chez qui on peut voir vraiment s'atténuer beaucoup les symptômes jusqu'à presque disparaître, mais ils savent très bien que s'ils arrêtent de prendre leur médication, s'ils ne font pas attention à eux, s'ils vivent beaucoup de stress, là, la rechute, comme dans tout autre domaine, ça peut arriver aussi. Puis on a mentionné que c'est vers l'âge de 16 à 22 ans qu'on est le plus susceptible de développer. Par la suite, avec le vieillissement, est-ce qu'on accroît les symptômes, les pertes qu'on a, ou s'il y a une diminution? Habituellement, c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions à la règle, là, habituellement, les symptômes ont tendance à se stabiliser dans la trentaine, dans la quarantaine et à diminuer avec le temps. Mais il existe aussi des phénomènes de schizophrénie tardive où les gens peuvent commencer à développer des symptômes dans la quarantaine. Sauf que souvent, on voyait les pertes puis les symptômes négatifs avant, dans leur adolescence. Bien, ça peut arriver, là, des psychoses survenir plus tard, mais c'est un phénomène très, très, très rare. Bon, et pour nous aider à y voir plus clair aussi, je crois qu'il y a quelqu'un du public qui t'a apostrophé. Oui. Donc, de l'autre côté, on se retrouve avec la question du public. Bien, on est de retour avec la question du public et on a une question pour toi, Sébastien. Elle m'a été posée personnellement. Une personne qui a un diagnostic de schizophrénie au travail. Les gens, la personne m'a dit, bien, je suis un peu inquiète de la rentrer dans mon équipe de travail. Dois-je embaucher une personne qui a un diagnostic de schizophrénie? J'ai peur que ça perturbe l'ensemble de l'équipe parce qu'ils ont tendance à croire que c'est de l'instabilité. Est-ce qu'une personne atteinte de diagnostic peut avoir un emploi, peut fonctionner? Oui, même que le travail peut faire partie du rétablissement. Dans certaines circonstances, les symptômes sont trop forts pour que ça peut engendrer plus de stress, donc ça peut engendrer plus de symptômes, mais dans plusieurs situations, si la maladie est bien gérée, suffisamment stabilisée, oui, la personne peut continuer à avoir certains symptômes résiduels, mais ça peut pas nécessairement avoir d'impact sur la qualité du travail en tant que tel, puis même que la personne peut avoir des très grandes forces et des très bonnes qualités là, à offrir à son équipe de travail, mais c'est sûr que
ça nécessite de l'information puis de la sensibilisation au restant de l'équipe de travail. Je pense qu'il faut aussi avoir un petit contrat ou un plan de match avec la personne pour, admettons, si un jour, là, on t'entend parler seul ou on t'entend qu'est-ce que tu t'attends de nous et comment est-ce qu'on peut gérer ça ensemble et puis là, ben, on peut voir comment est-ce qu'on peut aménager l'espace de travail. Peut-être que la personne peut faire un petit peu de travail chez elle pour diminuer le taux de stimulation. Il y a peut-être des congés santé que la personne peut prendre. Ça dépend comment... C'est un peu du cas par cas, là. Oui, c'est vraiment du cas par cas. Mais tu as dit symptômes résiduels. Oui. Qu'est-ce que tu entends par ça? Bien, ça se pourrait que quelqu'un continue à entendre des voix. D'ailleurs, il existe des groupes d'entraide au niveau des entendeurs de voix. C'est des gens qui continuent à entendre des voix. Okay. Je pourrais travailler, continuer à entendre toutes sortes de voix qui me disent « Il ne faut pas que tu fasses confiance à tout le monde. Là. Il y a quelqu'un qui va mettre le feu chez toi quand tu vas revenir tantôt. Bien, ça se pourrait que je me dise « Bon, je sais, c'est mes voix. Ils me disent n'importe quoi. Il ne faut pas que je les croie. Puis de toute façon... c'est pas à moi que ça s'adresse. C'est pas à moi. Puis c'est des mauvais génies qui essayent de me jouer des tours, puis c'est pas vrai. Okay. Mais ça pourrait qu'il y ait des jours où est-ce que ces voix-là, je les entende presque pas. Puis ça se pourrait qu'il y ait des jours où je les entende vraiment beaucoup, voire même à pas être capable d'entretenir une conversation. Genre, vous essayez de me parler, puis je suis comme... Oh. Attends un peu, là. Il y a trop de monde qui essaie de me parler en même temps. C'est exactement le même type de phénomène. Puis ça, c'est pas constant, l'intensité de ces symptômes-là. Ça vient, ça part. Bien sûr, s'il y a des journées où je me sens plus stressé, plus fatigué, mes symptômes peuvent être un peu plus là. Et puis, il faut juste discuter avec la personne de voir bien, si on fait telles observations, comment on gère ça ensemble. Okay. Mais ça prend quand même une certaine résilience ou une bonne compréhension de cette maladie mentale-là pour les gens qui en sont atteints, de reconnaître ça puis de vivre avec? Oui. Et puis, ça arrive de plus en plus. Comme je vous disais, il y a même des groupes d'entraide pour les personnes atteintes. On appelle ça les entendeurs de voix. Il y a un groupe à Trois-Rivières, il y a des groupes un peu partout au Québec. Et puis, les gens apprennent à donner un sens à ce qu'ils vivent, mais ils apprennent aussi toutes sortes de trucs pour ne pas être trop... enchevêtrés dans tout ça. Ils développent toutes sortes de petits trucs ensemble. Est-ce qu'ils ont des périodes d'accalmie, tu sais, de dire ouf, ça tombe vraiment tranquille, aucun symptôme pendant 4-5 mois, ou c'est toujours un peu présent, ces symptômes résiduels-là? Y a-t-il toujours... On peut faire le parallèle. parallèle. Je le souhaite, là, On peut faire le parallèle avec toutes sortes de maladies chroniques, le diabète, l'asthme. Quelqu'un est asthmatique, quelqu'un est diabétique, es-tu toujours en crise d'asthme? Es-tu toujours en up and down de son taux de glycémie? Non. Ça se pourrait qu'à un moment donné, quelqu'un de diabétique, on voit que c'est stabilisé pendant un certain temps. Mais là, des fois, le tour qui se dit, c'est peut-être que je pourrais recommencer le gâteau au chocolat. Peut-être que je suis guéri, mais... Ça se pourrait que ce soit pas si pire, mais ça se pourrait aussi que les symptômes du diabète reviennent. C'est exactement la même chose. OK. Ça veut dire qu'il lâche un peu les médicaments. Ou disait, hey, ça fait vraiment 5-6 mois, je vais bien. Bien, c'est pas grave si je charge, je prends un verre, si je vais avec mes amis, ou je lâche mes médicaments. C'est comme un alcoolique qui se dit, ben, peut-être que je vais essayer une bière une fois avec des amis. Okay. Mais puis pour ces symptômes-là, les pertes... il doit y avoir des signes avant-coureurs. C'est pas, là, soudainement, ça part puis c'est plus arrêtable. Est-ce que les gens le voient venir? Pour la personne qui le vit, c'est difficile de voir les signes. Souvent, ça prend un coach à l'extérieur d'eux pour dire. Puis des fois, ces gens-là sont emmenés justement à désigner dans leur entourage. Si tu vois chez moi tel signe, dis-moi-le, parce que moi, quand j'embarque dans mes vieilles pantoufles puis dans mes patins, je me vois plus aller. Donc, des fois, on va commencer à sauter des repas, le sommeil qui va être un peu chamboulé. Un des classiques, c'est de transformer la nuit en jour, le jour en nuit, faire de l'errance. Quand on voit, là, bien, la première chose qu'on voit, c'est des perturbations au niveau des saines habitudes de vie. Puis, ça fait boule de neige. La personne, elle s'isole plus aussi. On voit plus de l'isolement.
La personne pouvait, par exemple, avoir un passe-temps ou des passions, puis laisse tomber un peu plus là, ses activités parce que ça ne me tente pas. Ouais. Pour faire du pouce sur ta question, tu parles là, dans un environnement de travail, mais pour toi qui es prof au cégep, est-ce que ça doit exister des gens atteints de schizophrénie, mais qui vont poursuivre des études supérieures? Est-ce que ça, dans un contexte scolaire, justement, comment ça se retrouve? Dans mon contexte d'enseignement, j'ai jamais enseigné à quelqu'un qui avait un trouble de spectre de schizophrénie. En tout cas, ou si la personne en avait un, ça n'a jamais paru parce que c'est pas écrit dans le front, c'est pas une étiquette, puis ça aurait pu aussi. Sinon, je pense que oui, les gens peuvent même être aller dans des études assez avancées. Là, il y a au cinéma, dans certains films qu'on a vus, certains exemples, là, les noms des films ne passent pas nécessairement par la tête, là, mais des gens qui avaient une schizophrénie, qui avaient une douance en mathématiques, puis qui faisaient un doctorat en je ne sais quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Quelqu'un peut même avoir une douance, puis avoir un trouble de santé mentale. Donc, il peut fonctionner dans la société. C'est ça, ça n'altère en rien l'intelligence de la personne, c'est juste des éléments. C'est d'adapter l'environnement de travail. Puis de trouver un coach, comme tu dis. Oui, de désigner des coachs, effectivement, de revoir un peu l'environnement de travail, comment bien doser le stress, comment composer avec la surcharge. Des fois aussi, c'est les réunions d'équipe. Quand il y a trop de monde dans une pièce, des fois, c'est plus difficile. Peut-être que la personne est plus à l'aise à des rencontres 1 à 1 ou à distance. Aujourd'hui, avec le travail à distance, ça peut ouvrir des opportunités intéressantes. Puis autre que les groupes, les regroupements d'entendeurs de voix, est-ce qu'il y a d'autres ressources aussi qui peuvent venir aider des gens atteints de schizophrénie? Oui, il y a des groupes d'entraide, des centres de jour, là, comme l'association Le Pas là, à Victoriaville. En cas de vulnérabilité, des périodes un peu plus difficiles ou en situation de crise, c'est sûr qu'il y a des maisons d'hébergement. On pense Chrysalide à Bécancour, Réverbère à Victoriaville. Et bien sûr, des fois, oui, il faut envisager des fois des courts petits séjours à l'hôpital pour revoir un peu la recette chimique de la médication. C'est pas agréable, mais des fois, c'est des petits passages obligés de consulter son médecin. Souvent, l'activité physique aussi, qui est très, très aidant. Excellent. Sébastien, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Oui, merci. Ça m'a fait plaisir. C'est bien de démystifier cette maladie-là. C'est un nom qui fait peur, là, schizophrénie. Oui. Bien là, c'est fini. On le sait. Voilà. Parfait. Bien, merci à vous autres d'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Cerveau dans le clos.